Messieurs, bonsoir. Le développement de la communication et de son utilisation dans tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle constitue une de ses principales raisons d'être. À cela, il faut ajouter le développement et l'utilisation sécurisée des technologies de l'information dans l'administration ou encore la contribution à la modernisation de celle-ci par l'intégration des TIC dans la gestion des structures étatiques. Vous l'avez compris, nous parlons du ministère de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration. Le département prépare et met en œuvre la politique nationale dans les domaines de la communication, des technologies de l'information, de la poste, de la digitalisation, de l'administration, des secteurs essentiels donc pour la vie de la nation. Quel chemin parcouru, quelles difficultés et quelles perspectives en la matière, nous en parlons ce soir. Bienvenue, mesdames, messieurs, au Musée national du Mali pour ce numéro de Mali Kourata Sira, saison 2. Nous recevons le ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration, Alamdou Ag Ilienne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Mali Kourata Sira et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec moi pour vous interroger ce soir, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, on va commencer par le volet communication comme principale structure. En la matière, vous avez l'ORTM, vous avez bien évidemment la MAP, la NCD, la SMTD. Est-ce que ce sont des structures qui, à la date d'aujourd'hui, arrivent à répondre correctement aux besoins, aux enjeux de la communication gouvernementale? Merci. Permettez que j'adresse mes salutations à vos auditeurs, aux téléspectateurs et à tous les lecteurs et vous féliciter ici pour la tenue de cette parfaite de cette interview. Pour revenir à votre question, je vais vous dire que mon département a la chance de pouvoir compter sur ces services que vous venez de noter, qui travaillent depuis un certain temps, qui ont une grande expérience, qui sont leaders dans les pays depuis quelques années. Et je note avec beaucoup de satisfaction que malgré les difficultés que la plupart des Maliens n'estiment pas, ces structures nous donnent vraiment une grande satisfaction, notamment, vous l'avez vu très récemment, dans le cadre de la déconstruction de certains mensonges, dans le cadre de la lutte, n'est-ce pas, de notre pays pour sa souveraineté dans tous les domaines, et l'ORTM, la MAP, toutes les autres structures que vous avez citées ont toujours été à la pointe du combat. Donc ce sont vraiment les vecteurs de communication de l'État qui ont toujours été là à la pointe. Tous les succès de l'État ont été faits grâce à eux aussi. Alors, vous avez parlé de difficultés, Monsieur le ministre. Elles sont liées surtout aux finances. Pour le cas spécifique de l'ORTM, par exemple, on dit que la solution passe par une redevance. Mais qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Pourquoi l'ORTM n'arrive pas à entrer en possession de cette redevance? Je sais que les responsables de l'ORTM et tout le monde de la presse sont des gens de la communication, donc ils ne peuvent pas ignorer les difficultés financières du pays. Donc, mais ceci étant, nous travaillons à réfléchir pour trouver d'une façon globale, au-delà même de l'ORTM, une solution au problème de financement des médias publics. Parce qu'il ne faudrait pas les limiter à l'ORTM seulement. Toutes les autres structures ont les mêmes problèmes. N'est-ce pas? À la SMTD, c'est le même problème. Dans toutes les autres structures, il y a les mêmes problèmes que nous constatons et moi, je les ai découverts à mon arrivée. Et depuis lors, nous réfléchissons avec le secrétariat général du cabinet. Nous avons décidé de porter cette réflexion au niveau de la résolution globale. Une redevance, tout simplement, ne suffirait pas pour leur thème. Il faudrait globalement résoudre la problématique du financement des médias d'État. Alexis, oui, monsieur, une question. Ministre, vous avez récemment sur le chantier de la tour de l'ORTM, quand est-ce que vous comptez inaugurer la tour de l'ORTM? Oui, j'ai récemment visité certains services et là, récemment nous avons visité le chantier de la tour de l'ORTM qui quand même depuis plus d'une décennie est là et il y a eu énormément de problèmes, mais j'ai plaisir à constater que le chantier est très bien approvisionné et que ça travaille très bien de l'intérieur. Peut-être que ce qui passe devant ne le font pas, mais ça travaille très bien. Mais nous avons une autre préoccupation et j'ai demandé à l'ORTM pas plus tard qu'il y a 2 jours de réfléchir à l'équipement. Nous espérons qu'elle va être terminée bientôt, n'est-ce pas? Je ne vais pas donner de date ici, mais nous avons demandé à l'ORTM de travailler à nous proposer des équipements minimums qui puissent vraiment permettre le démarrage de cette station importante et qui serait occupée au fur et à mesure des années budgétaires. Parce qu'il est illusoire de penser qu'on pourrait tout de suite, cette grande tour, l'équiper tout de suite d'un coup, compte tenu des difficultés dans lesquelles se trouve le pays. Monsieur le ministre, l'autre aspect concernant les médias de service public, c'est toujours au niveau de l'ORTM, c'est la problématique des
télévisions régionales. Est-ce que vous pensez qu'on aura bientôt des structures de l'ORTM régionales? C'est notre souhait, nous travaillons à ça, c'est inexorable. On ne peut pas rester éternellement cantonné sur Bamako quand on est une télévision nationale. Nous avons déjà quelques embryons, notamment au niveau de Ségou, nous avons un petit embryon qui n'est pas encore, qui ne peut pas être appelé télévision régionale, mais ça y ressemble. Et nous allons essayer de nous bâtir sur cet exemple. Une fois qu'il est réussi, nous allons essayer de le démultiplier dans les autres régions. Alors, parlons de la télévision numérique terrestre, Monsieur le ministre. Son déploiement est censé permettre donc une meilleure couverture radiophonique et télévisuelle du territoire national, sauf que cela se fait aujourd'hui au ralenti, des soucis de financement à ce niveau. Oui, bon, vous savez que les pays, tout le monde sait au Mali que nous avons des problèmes. Nous sommes sous sanctions, nous sommes sous embargo dans beaucoup de choses, et nous avons la télévision, la TNT, dont le matériel a souffert parce qu'il avait été bloqué à Dakar, n'est-ce pas, suite aux sanctions que la CEDEAO nous avait infligées. Et nous sommes en train maintenant de rapatrier ces matériels et nous avons installé quelques-uns et je pense que très prochainement, nous allons essayer de les déployer dans tous les pays. En tout cas, le matériel est pratiquement essentiellement là et nous travaillons pour y aller. Est-ce qu'on peut considérer que l'année 2024 sera celle de la télévision numérique terrestre au Mali? C'est notre objectif. Les fêtières, quels sont les rapports du département avec la Maison de la Presse, la HAC, le GEPAC? Est-ce que les rapports sont apaisés? Je ne savais pas qu'ils étaient perturbés, mais moi je trouve qu'ils sont très bons parce que nous avons eu quelques discussions entre nous, très franches, la HAC ainsi que la Maison de la Presse, qui est une fêtière avec laquelle nous avons de bons contacts. Et récemment, nous avons revu ensemble les textes qui régissent la presse et je pense que nous sommes entendus sur tout. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des différentes façons de voir les choses qu'il y a des choses. Donc quand vous utilisez le mot apaisement, non, on n'avait pas de relation non apaisante. D'accord. Mais en même temps, il y a une floraison de médias, souvent qui échappent, comme vous venez de le dire, qui ne sont pas couverts par les textes. Est-ce que vous pensez que c'est un atout? Comment vous pensez pouvoir faire en sorte que tout ça soit dans les textes et que l'État ait une vue sur tout ce qui est médias au Mali? Bon, vous savez, la démultiplication des organes de presse n'est pas une mauvaise chose. Le problème se situe au niveau du contenu et du fonctionnement. Le contenu de la communication qui est distillé au peuple qui doit être vraiment constructif et positif. Effectivement, il y a beaucoup de médias qui sont ouverts sans être dans les règles et la HAC a sévi. Et j'ai moi-même été interpellé par des associations, soit des religieux ou de la société civile, qui interviennent pour tel ou tel organe qui ne serait pas en règle. Ça, ce n'est pas admissible. Quand on ouvre un organe de presse dans un pays, ça veut dire qu'on s'adresse à un peuple. Et puis, c'est un travail de professionnel et il y a une éthique. L'article 15 de notre Constitution consacre la liberté de la presse et le droit à l'information, mais dans le cadre de la loi. Donc, les gens retiennent très souvent ce que la Constitution leur donne comme droit, mais les impératifs que leur impose la loi ne sont pas toujours respectés et nous sommes derrière la HAC pour pouvoir les faire respecter afin de protéger cette noble mission. Au niveau des réseaux sociaux, vous l'avez dit, il y a, c'est peut-être pas les médias mainstream, mais quand même, on constate beaucoup plus de dérives à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour maîtriser ça? Oui, bon, il y a déjà le procureur de la cybercriminalité qui est là, qui sévit. Et nous formons, avec les professionnels que nous avons, nous formons, nous informons, nous sensibilisons. Mais maintenant, il appartient à d'autres de procéder à la répression. S'il faut réprimer, nous n'espérons pas arriver là, mais nous travaillons beaucoup à la sensibilisation, à la formation de ces groupes-là, qui ne sont pas des journalistes pour la plupart, parce que nous, on ne les considère pas comme tels. C'est peut-être des informateurs dans leur style, mais très prochainement, je crois que c'est des structures qui vont être toutes organisées par les textes, et en ce moment-là, nous saurons chacun à quoi s'en tenir, quoi. Monsieur le ministre, deux questions relatives à l'exercice quand même du métier de journaliste au Mali. D'abord, l'aide à la presse qui, malgré ses problèmes de gestion, était quand même une sorte de bouffée d'oxygène. L'aide à la presse qui n'est plus trop au rendez-vous ces derniers temps. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remettre les choses en ordre à ce niveau? Oui, le gouvernement a toujours la volonté d'aider sa presse, parce que la presse est un élément essentiel du fonctionnement de l'État et de la démocratie. Mais vous connaissez très bien comme moi les difficultés que nous vivons maintenant. Même l'ORTM, qui devrait recevoir à
peu près plus d'1,6 milliard, ne reçoit même pas 300 millions dans certains domaines. Donc nous avons vraiment énormément de difficultés. Et le peu que nous recevons souvent, qui sont vraiment qui diminuent comme peau de chagrin, est versé à la maison de la presse qui les distribue aux organes de presse qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc nous avons un problème. Nous avons un budget à la presse qui diminue et des organes de presse qui s'augmentent. Donc vraiment, c'est un peu ça le problème. Il faudrait trouver un équilibre. Et comment est-ce que vous comptez revoir les règles à ce niveau? Bon, franchement, nous allons voir avec le ministère des Finances, parce que c'est lui qui, en définitive, paye au nom de l'État. Nous avons toujours demandé à ce que ce soit fait, mais nous connaissons les difficultés du ministère des Finances. Nous connaissons l'état de nos finances publiques aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme difficultés. Et probablement, nous allons réfléchir avec la HAC, avec la maison de la presse, pour voir comment on peut arrêter des critères, n'est-ce pas, consensuels. Parce que si on voudrait vraiment servir tout le monde, ce ne serait pas possible. Si on voudrait aussi priver l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui font l'essentiel du travail, ce serait aussi injuste. Donc, ensemble, nous allons travailler et trouver des solutions consensuelles. Alors, Monsieur le ministre, la carte de presse, disons, c'est un document qui est censé faciliter donc l'exercice du métier à ses détenteurs, les professionnels de la communication, mais difficile aujourd'hui, voire impossible, disent les journalistes, de s'en procurer. Quel est le problème? Oui, et ça, je pense que nous avons pris cette décision, c'est pour protéger la profession de journaliste, parce que tout le monde ne peut pas être journaliste. Et on ne peut pas permettre à n'importe quel écrivain de venir se faire passer comme journaliste. C'est une profession noble et difficile, où des gens ont fait de longues études, de recherches pour pouvoir avoir des diplômes. On ne peut pas les mettre au même pied d'égalité que des gens qui y viennent de façon badine. Donc, ce que j'ai demandé à mes collaborateurs, c'est d'abord de vérifier la moralité même des dossiers qui nous sont proposés. Et nous avons malheureusement eu la surprise de découvrir au niveau des universités qu'il y avait beaucoup de faux diplômes ou qu'il y avait des diplômes non habilités. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait des bons journalistes dans ces pays. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir un diplôme de journalisme, mais tout le monde doit répondre aux critères d'être un journaliste. Et ça, ce n'est pas ce qui s'est fait. Et donc, j'ai personnellement demandé à ce qu'on s'arrête, parce que je préfère avoir peu de journalistes corrects que d'avoir beaucoup de journalistes incorrects. Et quand est-ce que vous comptez reprendre l'attribution de ces cartes de presse? Dès que ces conditions morales et éthiques seront établies, c'est tout. D'accord. On passe au volet économie numérique, Alexis. Oui, Monsieur le ministre, on sait que, Yaya l'a dit, dans vos attributions, il y a l'économie numérique. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans ce domaine depuis votre prise de fonction? Bon, moi, je suis là depuis quelques 6 mois, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avant moi et je le poursuis avec nos services techniques qui sont là. Vous savez que l'économie numérique est devenue incontournable et elle envahit tous les systèmes et rien ne peut se faire maintenant sans le numérique. Nous avons rapatrié en juillet dernier les points ML pour garantir notre sécurité. Nous faisons des formations et récemment, nous offrons toujours des services et je constate aussi que nos services, notamment la GETIC, fournit pratiquement des plateformes qui résolvent la plupart des problèmes de ces pays. Mais le problème, c'est leur application. Parce que l'application, vous savez, les technologies de l'information, ça demande des changements de comportement. Or, il y a des conservatismes dans notre administration qu'il va falloir encore bousculer un peu. Et ça, il faut que j'ai l'aide de mes autres collègues ministres. Alors, il y a 2 problèmes, c'est la couverture et l'accès. Couverture avec les problèmes d'insécurité. On sait qu'il y a des structures qui ont été saccagées. Accès, le coût n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour résoudre ces 2 difficultés? Sur le plan sécuritaire, je crois que le problème qui est là, ce n'est pas la communication seulement qui est touchée. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est tout, le ravitaillement des populations. Vous voyez qu'il y a des embargos qui sont décrétés par-ci par la part des groupes terroristes. Et donc ça, c'est un phénomène influent qui touche tous les aspects de la vie du pays. Donc nous travaillons aussi à cela. Nous travaillons actuellement pour pouvoir mettre, avec la SMTD, des fibres optiques beaucoup plus sécurisées, plus en profondeur, pour qu'elles puissent être garanties et que les opérateurs soient sécurisés. Par rapport au coût, nous avons des stratégies. C'est celle d'abord de travailler avec les opérateurs afin de les sensibiliser sur les prix. C'est aussi de multiplier les opérateurs pour qu'il y ait une concurrence entre eux et que cette concurrence les amène à se rapprocher du pouvoir d'achat des citoyens. Parce que c'est les sociétés privées qui le font, et c'est les sociétés, c'est les entreprises, une entreprise, quelle qu'en soit sa gentillesse sociale, il faut d'abord des profits. Voilà.
Le numérique, donc, au centre des préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monsieur le ministre, quelle est la philosophie elle-même qui guide vos différentes structures qui ont en charge le numérique? Oui, nos structures, ce sont des structures d'abord publiques, parce que nous sommes un gouvernement, nous sommes l'État, c'est d'avoir des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes quotidiens de nos populations dans le cadre de la vision des plus hautes autorités du pays. C'était d'abord de faire du Mali un pays qui n'est pas en retard sur le plan technologique, c'était de faire Mali un pays qui a des solutions numériques à tous ces problèmes. Et je constate que nous y arrivons à la plupart. Mais le problème se situe au niveau de leur mise en œuvre, parce qu'il y a des conservatismes. Je ne peux pas donner d'exemple ici pour des raisons personnelles, mais je veux vous dire que l'AGETIP aujourd'hui a la solution numérique à la plupart de nos problèmes, à part des plateformes qu'elle a inventées, mais qui peinent à être mises en œuvre à cause de ce que vous savez, les habitudes, les lourdeurs administratives qui nécessitent, si vous voulez, l'action de tout le monde. Donc, pour résumer, notre action, c'est de faire un numérique au service des Maliens dans la vision du Mali en Afrique et dans le monde. Vous avez évoqué un certain nombre d'actions phares, mais est-ce que vous pouvez nous évoquer aussi les innovations récentes au niveau de ces structures qui sont en charge du numérique? Bon, sans être très exhaustif, parce qu'elles sont très nombreuses, il y a d'abord le rapatriement du point ML, qui a été une grande lutte, parce que c'est depuis plusieurs années que c'était à l'extérieur. Nous avons au niveau de tous les services, que ce soit au niveau des services de la santé, des finances, au niveau de la communication, au niveau du développement social, dans tous ces domaines, nous avons fait des réalisations très importantes. Je dois reconnaître que ces ministères aussi en font, indépendamment de nous, mais souvent en collaboration. Et l'AGETIP et d'autres services ont formé des milliers de cadres, notamment des jeunes et des femmes. Nous avons formé beaucoup d'ingénieurs. Nous avons aussi, au niveau des prestations administratives, donné des méthodes qui permettent vraiment de sécuriser, de rabaisser les prix et puis de donner de la traçabilité à nos actions. Mais le développement de plateformes, on a l'impression aujourd'hui que chacun en fait un peu de son côté. Est-ce qu'il ne serait pas idéal de centraliser tout cela au niveau de l'AGETIP? Est-ce que vous avez cela en vue? Vous avez malheureusement raison, parce qu'aujourd'hui, c'est un de nos problèmes, c'est que normalement, le ministère que je dirige, qui devrait être le leader et le coordinateur de toutes les actions d'innovation numérique, est court-circuité très souvent par le fait que chaque fois qu'un service a les moyens, soit par lui-même, soit par un partenaire interposé, il développe lui-même sa base de données ou un data center à lui-même, ce qui fait que vraiment il n'y a pas de coordination, il y a une perte d'espace numérique et il y a aussi un problème de dispersion des ressources. Mais concrètement, est-ce que l'AGETIP, la Direction nationale de l'économie numérique et les autres structures dédiées ont la capacité financière et technique pour répondre aux besoins? Capacité technique, oui, j'ai bien confiance à nos services qui ont les capacités. Et récemment, nous venons de signer le décret en Conseil des ministres du projet Mali numérique qui va être logé à la SMTD, qui va nous donner des grandes capacités de stockage, n'est-ce pas? Donc nous avons ces capacités financières aussi, parce qu'avec ce projet Mali numérique, vraiment, je vais être un grand boom pour notre département, qui va nous permettre de pouvoir prendre en charge tous les besoins de stockage et de fibre optique, en tout cas dans les zones libérées du pays. Donc je pense que nous avançons, mais on n'a jamais la capacité financière suffisante pour la couverture numérique d'un pays. Même dans les pays les plus développés, il y a toujours des petits trous à régler, mais en général, aujourd'hui, je pense qu'avec ce projet, nous allons faire un grand bond en avant dans les domaines. On va en venir au projet Mali numérique dont vous parlez, Monsieur le ministre. Alexis nous a amené donc dans le volet modernisation de l'administration. Je voudrais quand même que vous nous disiez, quand on parle de modernisation de l'administration, de quoi est-ce qu'on parle dans le contexte malien? Est-ce que c'est le fait d'abandonner le papier et d'aller vers le tout numérique? Bon, vous savez, la modernisation de l'administration elle-même, c'est un phénomène qui est là. Donc, à un moment donné, certaines choses peuvent être valables, et puis, à un autre moment, elles sont dépassées, parce que le monde évolue. Toute œuvre humaine est perfectible. Donc, l'administration n'est pas standard. La façon dont on faisait les PV avant sur les machines Renault TP, on l'a dépassé pour les ordinateurs, maintenant on va au numérique. Donc, on s'adapte. La modernisation de l'administration, c'est l'adaptation de l'administration aux besoins des populations basés sur l'évolution technologique du moment. Et c'est ce que nous faisons. Nous essayons en fort que le Malien ne soit pas en retard. L'administration malienne ne soit pas en retard. Ce n'est pas au moment où un pays voisin fait des prouesses numériques que nous devrons être encore au papier. Mais ceci étant, je voudrais mettre en garde contre l'abandon du papier. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène de la cybercriminalité, c'est très très dangereux d'abandonner le papier complètement.
Et puis notre peuple n'est même pas très prêt parce que nous avons des anciens conservateurs qui ne croient qu'au bic et au papier. Et là aussi, ils sont respectables. Mais il est illusoire de pouvoir aujourd'hui, même dans les pays les plus développés, le papier est toujours utilisé. Certains pays en Europe du Nord ont abandonné les papiers, mais ils gardent toujours un archivage sur papier. Mais est-ce que le Conseil des ministres tient toujours tant au papier? Est-ce que vous envisagez un Conseil des ministres sans papier? Si oui, pour quand? Nous pouvons le faire parce que déjà l'AGETIC a formé la plupart des ministres et les a dotés des tablettes nécessaires. Mais moi je pense, comme je viens de vous le dire, que le Conseil des ministres, quand même, c'est un haut niveau de décision de l'État qui peut être court-circuité par la cybercriminalité. Donc nous préférons toujours garder nos capacités numériques au Conseil des ministres et en même temps travailler sur les papiers qui nous rassurent. Est-ce que Monsieur le ministre de la Communication lui-même n'est pas un partisan du tout numérique? Vous avez envie encore qu'on reste dans le papier personnellement? Non, pas rester dans les papiers, mais utiliser les papiers pour sécuriser certaines données du Conseil des ministres. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la toile. Et vous savez que la toile, avec l'évolution technologique aujourd'hui, quelles qu'en soient les garanties que vous donnez, il y aura toujours des gens qui pourront les percer et c'est dangereux. Alors, parlons de ces innovations qui ont changé peut-être le visage de l'administration publique dans le domaine du numérique. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement sur ce volet? Je retiens l'usage d'abord du numérique dans tous les domaines. Je me plaide à constater que la plupart des données sont bien stockées, bien sécurisées, que ce soit au niveau de nos services de finances, au niveau de la santé. À tous les niveaux, nous contribuons personnellement, notre département, à la réussite de tous ces programmes de développement socio-économique. Et l'AGETIC forme des cadres de tous ces départements. Et normalement, nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir former, donner la formation nécessaire à tous ces domaines. Et ça, c'est extrêmement important. On ne le sait pas beaucoup, mais c'est extrêmement important. Alors, concrètement, comment vous comptez vous y prendre pour faciliter l'accès des populations au numérique? Ça, nous y travaillons tout le temps. C'est le travail du gouvernement. Vous savez que nous avons, au niveau de l'administration, mis récemment un système intranet dans toutes les régions, parce qu'on commence d'abord par l'État. N'oubliez pas que nous sommes un ministère, c'est le gouvernement. Donc, les nouvelles régions sont en train d'être équipées en matériel nécessaire pour qu'ils puissent avoir l'intranet. Et après, autour de ces pôles régionaux, nous allons développer, si vous voulez, des mécanismes d'appropriation par les populations. Et je suis sûr que le département n'a pas tous les moyens. Nous allons les chercher au niveau du ministère des Finances. Nous allons les chercher aussi par les canaux des partenariats, soit des partenariats externes ou des partenariats avec des collectivités locales. Mais nous assurons quand même la sécurité, nous avons la formation, nous avons tous les moyens pour former et équiper. Monsieur le ministre, tout cela quand même menace une structure qui relève de vous également, qui est la Poste. Est-ce qu'on aura toujours nos vieilles boîtes postales? Est-ce que la Poste va exister? Concrètement, comment vous voyez sa modernisation et son adaptation? Au contraire, la Poste est en train de s'adapter et je dois féliciter ici le directeur qui a pris un plan de relance très projet ambitieux. La Poste ne va pas disparaître. On va se battre pour que la Poste existe. La Poste d'abord est victime de différentes transformations anciennes parce qu'il y avait l'Office des postes et télécommunications qui était là. Au moment où je crois qu'il y a eu des besoins de les dissocier, on a créé les colis postaux et puis on a créé aussi la Sotelma. Et ces sociétés qui étaient très solvables sont parties, mais on laissait toutes les dettes à la Poste, qui est devenue l'un des lolis de la situation, ce qui n'est pas normal. Donc la Poste a ces déficits-là qui est là, mais elle a un plan de relance. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un plan de relance qui est le guichet unique administratif, c'est que la Poste, au niveau des points ruraux, va pouvoir offrir tous les services, n'est-ce pas, financiers, administratifs et bancaires, et même numérisés, à toutes les populations, à des postes clés, afin que les gens n'aient plus besoin de se déplacer ou que l'administration n'ait plus besoin de descendre dans les milieux ruraux. Donc la Poste a des perspectives, nous avons ces programmes, et j'ai une bonne écoute du ministère des Finances là-dessus. Nous allons continuer vraiment à y travailler. Donc ne soyez pas surpris bientôt de faire des opérations administratives et des opérations bancaires et numérisées par la Poste dans les milieux ruraux. Donc ce n'est pas la vieille Poste, mais c'est la bonne Poste. D'accord. Mais concrètement, l'adoption du décret 2020 sur le Mali numérique, qu'est-ce que ça va concrètement changer? Bon, ça, c'était une position qui avait été prise depuis 2015 pour pouvoir vraiment faire du Mali un hub dans la sous-région.
et puis permettre les autres autorités du Mali, voulaient faire du Mali vraiment un leader et se battre pour que le Mali ne soit pas en retard par rapport à la sous-région et offrir vraiment tous les services techniques nécessaires. Mais je crois que ça, c'est des compétitions dépassées. Personne ne cherche à être le hub en matière de TIC maintenant, parce que les TIC sont rapides. Dès qu'elles sont inventées, quel que soit le pays où vous inventez une plateforme, le lendemain, c'est ici dans le monde entier. Donc nous sommes sortis de ça. Aujourd'hui, notre vision, c'est de faire du Mali vraiment un pays où il y a une économie numérique qui réponde aux besoins des populations dans le cadre d'une vision étatique claire et précise. La question, Monsieur le ministre, des outils collaboratifs, messagerie, visioconférence, courrier, archivage, et j'en oublie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Mali avec leur déploiement? Ils sont bien utilisés, ils sont bien effectifs dans les zones couvertes par la numérique, n'est-ce pas? Les seules limitations que nous avons, c'est celles qu'on vient d'évoquer. C'est là où il n'y a pas de réseau, c'est là où il n'y a pas de moyens de communication ou de fibres optiques. Partout où il y a des fibres optiques, je pense que nous avons pu, en tout cas, installer le maximum, à quelques exceptions près. Et c'est un travail progressif qui peut être fait avec beaucoup de difficultés, mais nous nous y prenons en fonction de nos capacités. Mais n'oubliez pas, je reviens toujours à la question financière, que depuis quelques années, le Mali ne dispose pas de toutes ses capacités financières. L'essentiel de nos capacités financières est orienté dans les domaines prioritaires que vous connaissez. Donc on va en venir au dernier chapitre de cette émission, les difficultés et les perspectives. Vous nous avez déjà parlé de difficultés financières, mais dans l'absolu, quelles sont les difficultés rencontrées généralement, globalement, par les structures qui relèvent de vous? Bon, nous rencontrons les mêmes difficultés que rencontre notre pays. C'est d'abord les difficultés d'insuffisance des ressources, n'est-ce pas? Quand vous partez par exemple à la direction de l'économie numérique, n'est-ce pas? Il y a un déficit de local, il y a un déficit de personnel, de ressources humaines. Quand vous partez, on n'a pas parlé d'un service important ici, celui de la certification et de la signature électronique, qui est essentiel, que les Maliens ne connaissent pas, je ne cesse pas de le dire. Aujourd'hui qu'on est dans une économie numérique, il n'est pas possible de le faire sans un service de certification et de signature électronique performant. Parce que d'abord, il permet d'avoir des identifiants, n'est-ce pas? Et puis aussi de sécuriser et d'authentifier tout ce qui se passe en termes de documents dans cette période de transactions numériques. Donc ça, c'est extrêmement important. Et là aussi, ce service a un problème de personnel, un problème de ressources. Mais tout cela, nous travaillons avec le temps. Nous pensons pouvoir venir à bout de tout ça. Donc essentiellement, nous avons des problèmes de ressources humaines d'abord, des ressources financières après. Mais le reste, nous souffrons aussi du manque de coordination. Parce que c'est un domaine où on ne peut pas forcément encadrer les gens. Dès que vous avez un moyen, une machine et puis un technicien, il peut toujours vous faire vos plateformes, il peut toujours vous faire vos data centers, ce qui n'est pas normal. C'est notre département qui doit centraliser pour les pays. Là, c'est un autre problème. Il y a aussi le fait que l'AGETIC, qui est quand même la maîtresse d'œuvre gouvernementale de ces trucs, n'est pas forcément consultée toujours par tous ceux qui, autour d'elle, font eux-mêmes leur petite AGETIC, entre guillemets. Et ça, c'est une des souffrances que nous avons. Mais je pense que nous allons travailler dans le cadre de la coordination gouvernementale pour pouvoir résoudre tous ces problèmes. Oui, alors, l'autre aspect par rapport aux perspectives, la presse a proposé beaucoup de textes par rapport à la refondation. En plus de ces textes dont vous avez d'ailleurs parlé, quels sont vos autres chantiers ouverts à court terme? Notre objectif, c'est d'abord de doter la presse, parce que moi, je suis convaincu que tout tourne autour de l'homme. C'est de fournir à la presse d'abord des journalistes de qualité, éthique et intellectuelle, à niveau souhaitable. Le second, c'est de pouvoir donner à la presse une organisation et une vision portée sur, si vous voulez, un peu la problématique du pays. Le Mali d'aujourd'hui n'est pas comme le Mali il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes un pays en guerre contre le terrorisme et une guerre larvée, n'est-ce pas? Donc, il va falloir amener les gens aussi à comprendre cela, à défendre le pays, à travailler pour la cohésion sociale. Ça, c'est un de nos objectifs. Le second, c'est d'amener les gens à travailler aussi pour nos trois objectifs tels que tracés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté de notre pays. Le second, c'est le respect de nos choix, de nos partenariats. Le troisième, c'est la primauté de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront amenées à être prises par les responsables du pays. Donc nous travaillons à tout cela.
Et pour conclure sur cette question, je pense que un de nos objectifs, c'est d'amener la presse elle-même à s'autofinancer. Parce qu'on peut faire de l'argent dans la presse et dans les numériques. Le département peut sécréter suffisamment de ressources. Et les directeurs qui sont là me font des propositions très alléchantes tous les jours et on me montre des perspectives très attirantes pour pouvoir vraiment nous faire financer. L'ORTM même pourra se faire financer, la GETIC et ainsi de suite. Donc nous allons travailler pour ne plus compter sur des ressources intérieures. Ça, c'est, je crois. Donc je me résume. Des ressources humaines de qualité, du matériel de qualité et des ressources financières sécrétées par nous-mêmes. Je crois que c'est ça l'avenir. Alors, vous parliez de perspectives au niveau de la presse. Moi, je voudrais élargir globalement le domaine de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Qu'est-ce qu'il faut attendre globalement? Bon, le Mali fait partie du monde. Le monde bouge, le Mali bouge avec le monde. C'est-à-dire que nous sommes, je vous ai dit nos perspectives, nous, en termes de communication tout de suite. Mais le reste, c'est l'extérieur. C'est-à-dire que s'il y a des nouvelles technologies qui sont inventées, nos techniciens sont là, ils vont suivre et on va les appuyer. Le travail du politique que je suis, c'est d'appuyer les hommes techniques à ce que le pays ne soit pas en retard en matière de technologie. Il y a l'actualisation du document de politique nationale de l'économie numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet? Oui, effectivement, nous prévoyons en 2024, parmi nos perspectives, l'élaboration et l'adoption de la politique nationale du développement numérique qui va s'inspirer fortement des conclusions des travaux de la Direction nationale de l'économie numérique. Et nous allons essentiellement travailler pour l'adapter d'abord aux besoins, à la satisfaction de nos besoins numériques et à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous allons prendre les acquis du Mali numérique 2020, qui sont déjà importants, et les réajouter ce qui convient en termes d'évolution et en termes de besoins nouveaux. Alors, vous comptez aussi mettre en œuvre les résultats des audits organisationnels des services du secteur. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, en 2021, nous avons eu des audits organisationnels qui ont démontré beaucoup d'imperfections, des efforts à faire et même des dysfonctionnements. Donc nous allons en prendre acte et nous allons prendre toutes ces conclusions et puis au cours de cette année, on l'espère bien, pouvoir mettre en place les corrections nécessaires, les adaptations consignées par les audits et puis aller vraiment vers l'élaboration d'une politique nationale du numérique beaucoup plus élaborée. Il y a aussi la création d'une direction centrale de la communication. Une direction centrale de la communication, pourquoi faire? Pour répondre à quel besoin? Oui, vous savez que le domaine des nouvelles technologies de l'information et du numérique et de la communication est très grand maintenant et puis il évolue rapidement et il donne beaucoup de perspectives et beaucoup d'espace. Donc il faut forcément qu'un État comme le Mali se dote d'une direction centrale qui va élaborer les stratégies, les orientations, la vision nationale en matière de communication, qui va la coordonner, qui va l'orienter et mettre en place les moyens de surveillance. Je profite aussi pour vous dire que dans le cadre des perspectives, nous souhaitons cette année aussi faire passer tous les textes qui vont régir, si vous voulez, les textes. Une des choses les plus essentielles qui vous intéresse particulièrement, c'est la dépénalisation totale du délit de presse, n'est-ce pas? Et puis nous allons léguer, n'est-ce pas, transférer à la haute autorité de la communication la gestion des cartes de presse et l'aide de la presse. Donc tout cela dans le sens d'avoir une plus grande adaptabilité et pour vous impliquer le mieux, vous de l'homme de la presse, dans la gestion de vos propres affaires. Alors, Monsieur le ministre, on est presque au terme de cet entretien. Avant de quitter ce plateau, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des Maliens? Oui, c'est d'abord de remercier le peuple malien pour sa résilience et de lui demander de persévérer dans cette voie, de demander au peuple malien d'aller vraiment vers la cohésion, vers la consolidation de l'État du Mali, qui est attaqué de partout, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est aussi de demander à notre presse vraiment de s'impliquer, n'est-ce pas, afin qu'elle puisse être, comme elle est toujours, un instrument de consolidation de l'unité nationale et de défense de la patrie. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est bon. Merci donc, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour le prochain numéro de Malikoura Tassira. Bonne suite de programme sur le RTM.